y a une autre voie que la croissance verte. Elle peut être combinée à d'autres types de croissance? Je ne sais pas, une question. Ouais. Enfin, le problème, c'est que tout est dans le mot unique et dans le mot croissance. Si on entend par croissance toujours plus de biens, toujours plus, enfin, le modèle que l'on connaît aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment durable de penser que ça puisse continuer comme ça continue jusqu'à maintenant. On peut penser à une croissance plus équitable? Moi, je pense, au lieu de penser croissance toujours plus, ça serait peut-être croissance toujours mieux. Voilà, ça me paraît plus réaliste avec ce que l'on doit faire, à la fois pour la planète, mais aussi pour atténuer les différences entre les nantis que nous sommes et les moins nantis, qui sont les plus nombreux et qui aspirent légitimement à se sortir enfin de la misère. Il y a deux solutions, hein. Soit on essaye de faire le procès du passé, et là on va y passer la fin des temps. Ouais. Soit on se dit, bon, il y a eu malheureusement des erreurs, des errements de gouvernance qui sont liés à l'histoire, et c'est comme ça. Et sans oublier l'histoire, on essaie quand même de construire le futur. Et moi, mon point de vue, à titre personnel, à titre de citoyen, c'est de dire, bon, quelles que soient les erreurs qui ont été commises, essayons enfin, compte tenu des enjeux qui nous font face, de changer nos façons de voir les choses et de travailler d'une façon un peu plus solidaire entre tous, parce que bon, les corporatismes, les communautarismes, les nationalismes, quand on aura compris qu'on est sur la même planète, mais j'espère que finalement ce problème du réchauffement climatique, c'est à la fois un drame en tant que tel, mais c'est aussi une chance. C'est une chance pour que toutes les nations du monde aient un but commun. Parce qu'on est fort que quand on a un but commun. Et je pense que là, le moment est venu de prendre conscience qu'on est tous embarqués dans la même galère, qu'on soit africain, chinois, américain ou européen. Et c'est peut-être ce qui nous manquait en fait pour comprendre qu'on faisait partie de la même équipe, quoi. La même équipe du monde. Et ça me paraît être une bonne nouvelle. Alors, solidarité, ça ne veut pas dire assistance. Solidarité, c'est de dire comment on va pouvoir créer de la valeur ensemble, chacun en apportant ses compétences, en apportant ses atouts, et en essayant d'être plus en interdépendance les uns des autres, et pas en dépendance des uns des autres. Alors, une fois qu'on a dit ça, on fait comment concrètement? Concrètement, moi je pense qu'au niveau des technologies, par exemple, les processus d'exportation des technologies du Nord vers les pays du Sud, ça c'est vraiment essentiel pour éviter notamment à ces pays du Sud d'hériter de nos vieilles technologies comme on l'a fait très longtemps. Hein, je vois, les vieilles voitures européennes, en Afrique, on les appelle France au revoir. Hein. C'est des voitures qui polluent monstrueusement et on leur envoie nos poubelles. Bon, est-ce que c'est durable ça? Pas sûr. Hein. Alors maintenant, les voitures européennes vont largement progresser en termes d'émissions de CO2. On va leur envoyer des voitures qui seront moins polluantes, mais qui seront toujours avec une génération de retard par rapport à celles que nous, on aura en Europe. Est-ce que la solution, ce ne serait pas de construire des voitures propres chez eux et d'investir dans des infrastructures industrielles pour leur permettre d'avoir des voitures propres chez eux, comme les Indiens sont en train de le faire pour leur propre pays? Bon, c'est une utopie peut-être, mais... ça passe par la formation peut-être? Disons que moi, je crois beaucoup au social business. Hein, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent pour une entreprise, soit en ciblant les segments de clientèle qui ont de l'argent, et il y en a de moins en moins, et en essayant de récupérer auprès de ce segment-là un maximum de profit, ou en acceptant de récupérer moins de profit, mais sur une base plus importante. Donc, l'intérêt, c'est de gagner 10 € sur 100 clients ou de gagner 1 € sur 1000 clients? 1 € sur 1000 clients, on gagnera plus d'argent. Donc, je pense que ça, c'est une modification de l'approche clientèle des entreprises, comme le font plein d'entreprises aujourd'hui, enfin plein, pas suffisamment, mais ça commence. Et c'est vrai que ça n'a pas été beaucoup enseigné dans les écoles de commerce, mais c'est peut-être des choses à faire évoluer. Il y a eu les 30 glorieuses où effectivement je pousse ce concept-là, les 30 glorieuses moi que je n'ai pas connues, vous non plus. Trop jeune. Voilà, trop jeune, bien sûr. Enfin, on peut dire qu'elles ont duré de 1950 à 1980. Puis après, il y a eu les 30 laborieuses, hein, où on a commencé à vivre à crédit.
hein, et c'était le début des cycles très courts, de l'émergence de la finance reine, du capitalisme pur et dur que l'on connaît encore aujourd'hui, financier. Et puis on espère que maintenant, là, 2010, dans un mois, vont commencer les 30 vertueuses. Voilà, vertueuses. Donc, vertueuse, vertueux aussi. Enfin, vertueux, enfin, voilà. Donc, moi, j'appelle de mes voeux l'émergence de ces 30 vertueuses, où ce qu'on disait tout à l'heure, cette répartition de la richesse, cette croissance, non pas forcément matérielle, mais une croissance du bonheur humain sur Terre, parce que c'est ça le but ultime, pourra enfin se mesurer. Donc, remplacer le PIB par le bonheur intérieur brut. Alors, on en parle beaucoup. Voilà, Stiglitz. C'est pas entièrement... c'est une utopie, certes, mais c'est possible. En tout cas, il va y avoir un certain nombre d'ingrédients qui vont faire que cette utopie va peut-être être possible. Notamment, vous savez, si on regarde un peu l'histoire, les peuples ont souvent réagi sous la contrainte. Et on réagit mieux sous la contrainte que lorsqu'on pense qu'on a le temps. Parce que quand on pense qu'on a le temps, on se dit, bon, on reprendra ça demain. Mais là, il y a un certain nombre de signaux qui montrent qu'on a de moins en moins le temps, que grosso modo, on a une génération pour agir. J'augmente le prix de l'énergie. Si on veut décarboner l'économie, 85% de l'énergie produite sur la planète est d'origine fossile. Et c'est l'un des problèmes qui entraîne tous les autres problèmes. Le signal prix est certainement le moyen, le levier le plus efficace compte tenu de la conception de nos économies. Et si on augmente le prix des énergies, ça va obliger les industriels de toute nature, le bâtiment, les voitures, les machines, les produits industriels, eh bien de réfléchir à la façon de permettre à la continuité des fonctions que remplissent ces machines, ces bâtiments, ces voitures, mais en utilisant moins d'énergie. Aujourd'hui, les ingénieurs, les techniciens n'ont jamais été challengés sur une décroissance dans l'utilisation de l'énergie. Parce que l'énergie étant pas chère, abondante, quasi gratuite, ils ne se sont pas préoccupés de réfléchir à des mécanismes pour arriver au même résultat en dépensant moins d'énergie. Je pense que le génie humain aujourd'hui, il faut le mobiliser sur cette thématique-là. Donc l'urgence, c'est d'aller vers une société plus sobre en énergie, ce qui ne veut pas dire le retour au Moyen-Âge, à la lampe à huile, l'homme des cavernes. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit aujourd'hui de considérer qu'on doit prendre en compte cette contrainte-là pour concevoir les produits du futur. Et c'est possible. C'est possible parce que on sait qu'on peut faire rouler des voitures aujourd'hui à 2 litres au 100. On le sait, on est capable de le faire. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour le faire ? On est capable de faire des bâtiments à énergie positive, en tout cas chez Bouygues, on est capable de le faire, et on le fait. Et on aurait dit il y a 5 ans que dans quelques années, certains bâtiments consommeraient moins d'énergie qu'ils n'en consomment sur un an. Tout le monde aurait été mort de rire, et aujourd'hui c'est possible.